Et surtout, ma paire, j'ai pas les droits dessus. Ça veut dire la Nike peuvent sortir ma paire. Ouais. Tu t'es fait Et je touche douiller. rien. Tu t'es fait douiller. J'ai été payé 1 an et demi plus tard. Sérieux? Non, presque 1 an plus tard. Parce qu'ils disaient de te connecter, faire renseigner ci ou ça pour être payé. Gros, tu devais t'enregistrer en tant que fournisseur Nike. Gros, tiens mon RIB, donne-moi mon argent. Pourquoi tu veux que je me... Tu vois? Carrément, au final, personne ne l'avait fait. Pendant presque 1 an, personne ou très peu de personnes avaient été payées. Gros, c'est pour te décourager, quoi. Gros, on dirait la CAF. Frère, c'est quoi le délire? Après cette interview, ça se voit, Nike, ils vont plus m'appeler, frère. Vas-y. Bon, la famille, voici la première vidéo, comme je vous ai promis, avec des gens inspirants. Et aujourd'hui, vous allez voir ce BG ici, là. Très grand artiste, très grand... Carrément, je vais te laisser te présenter. Comme ça, voilà. Moi, je m'appelle Lamine et je suis dessinateur. Je dessine depuis toujours en réalité. Et à partir du dessin, j'ai fait d'autres choses comme l'animation, la typographie, etc., etc. Vraiment, la peinture. J'essaie vraiment de toucher à tout quand il s'agit de dessin, quoi. T'as pas une préférence sur des trucs et tout? Une préférence, moi j'aime bien faire des illustrations un peu de choses un peu fantastiques, je dirais. Donc récemment là, j'ai lancé un projet, bon ça date d'avril quand même, mais c'est un projet en gros où je dessine mes potes en super-héros, en différents super-héros, en différents figures de telle ou telle chose. Donc ça peut être ça en gros, mais j'aime bien ces trucs-là. Bien que l'animation, ça peut être cool, la peinture, ça peut être cool, mais ce truc où je dessine mes potes en super-héros, c'est vraiment ce qui me fait le plus kiffer en ce moment. Ok. Bon, pour que les gens arrivent un peu à situer tout ça, ça sera pas une interview, tu vois, ça sera plus une conversation. Tu vois, on est là, on parle, on discute ensemble, tu vois. Ouais. Et moi, le but de cette vidéo, en fait, c'est de... Ouais, dans un premier temps, en gros, c'est d'encourager les gens qui ont une passion, et qui ont peur de se lancer, tu vois, de vivre de leur passion, parce que très souvent, il y a la pression familiale, tu vois, quand on a une passion. Voilà. Ah, je calme. C'est pour les Africains, ça. surtout dans le milieu artistique et tout. Ouais. Tu vois, les parents, ils sont là, ouais, il faut que tu fasses des études, ça, c'est pas un taf, alors que c'est un vrai métier, tu vois. Surtout de nos jours, tout ce qui est lié à l'artistique et tout, c'est grave demandé, tu vois. Mais bon, là, le but de cette vidéo, de cette conversation plutôt, c'est d'encourager les gens, c'est de voir le parcours des gens afin de vous encourager et aussi de réveiller cette passion qui sommeille en vous. Peut-être que vous allez aussi vous découvrir une passion et tout grâce à ça, tu vois. Bref, je parle beaucoup. Non, pour ça, non. T'as commencé à dessiner depuis quand? Moi, j'ai commencé à dessiner depuis tout petit. Et en fait, j'ai un souvenir lointain, mais vraiment lointain. En fait, moi, je suis né au Sénégal, je suis venu ici à 3 ans. Et j'habitais avec ma belle-mère, mon père et mes frères et tout. Et j'ai une sœur qui s'appelle Marem. Un jour, elle avait fait un dessin de Ronaldinho, tu vois, le joueur de foot. Et dans mon souvenir d'enfant, le dessin, il était... Jusqu'à présent, le dessin, il était incroyable. Je me suis dit, mais wesh, mais c'est quoi cette dingue? Comment elle a fait ça, wesh? En plus, elle l'avait fait directement avec des feutres et tout. Je trouvais ça grave ressemblant. Et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de savoir dessiner comme ça. Donc, je pense, aussi loin que je me souvienne, c'est ça qui a mis la première étincelle, tu vois. Ouais. Après, je suis rentré au Sénégal à mes 6 ans. Et là-bas, j'ai une autre sœur. Tu connais, on est des Sénégalais. On est beaucoup. On est beaucoup. J'ai une autre sœur encore qui s'appelle Marianne, qui, elle, en fait, est clairement dans le domaine artistique, tu vois. Elle est clairement. Je crois, il me semble qu'en ce moment, elle est prof d'art et tout. Elle a fait les Beaux-Arts de Dakar. Elle a fait la Biennale de Dakar. Elle n'a pas notre temps. Bref. Du coup, elle aussi, elle m'a un peu poussé dans le truc. Mais vraiment, le truc qui a fait que
Je me dis, c'est ça que je veux faire, c'est Dragon Ball. Ouais, t'étais à fond. Gros, quand t'as le tome et que tu lis le truc, tu vois vraiment les dessins et tout, et que tu veux les reproduire, ça te pousse à toi-même te mettre une certaine discipline, de te dire, mais gros, j'ai envie de savoir faire ça, tu vois. Et encore une autre rencontre que j'ai fait, parce que de base, j'habitais à Dakar, et on a déménagé à Mour avec ma mère, ma soeur et mon frère, tu vois. On a déménagé là-bas, et là-bas, j'ai rencontré une famille de Camerounais qui habitait au Sénégal. Et je suis devenu pote avec un d'eux, qui s'appelait Félicien. Et lui aussi, il dessinait. Son grand frère, il dessinait. Son autre grand frère, il dessinait. Du coup, on était là, on dessinait tous et tout, on dessinait du DBZ et tout. Et leur plus grand frère, il s'appelle Jean-Jacques, je suis encore en contact avec lui un peu. Lui, gros, non, il était trop fort. Non, c'est dingue, c'est dingue. Surtout qu'à l'époque, en fait, t'avais pas les crayons de couleur d'aujourd'hui. T'avais pas... Tu vois, on est au fin fond du Sénégal, tu vois, il n'y a pas les mêmes trucs qu'aujourd'hui. Mais ce qu'il arrivait à faire, les dessins qu'il arrivait à faire, sans copier, sans modèle, etc., il avait déjà une certaine vision de l'anatomie humaine, du style du mangaka Akira Toriyama, le créateur de DBZ. Et un jour, il m'avait fait un dessin. On n'avait même pas de feuilles blanches, gros. Il me faisait mes dessins sur des copies doubles. Tu vois, que tu utilises pour faire tes contrôles là. Et il avait fait un dessin. Le dessin était tellement stylé, on aurait dit un autocollant. Et j'étais là, tu vois, j'ai gratté. Je me disais, mais gros, c'est un autocollant, quoi. C'est quoi ce délire? Et le dessin, il était trop carré. Et donc, je pense, en fait, c'est ces rencontres-là que j'ai faites, ici et là, avec le dessin, qui ont fait que le dessin, je me suis vraiment dit, c'est ça que j'ai envie de faire, tu vois. Après ça, j'ai grandi, je dessinais toujours. Et quand j'avais quelques sous ici et là, tu connais quand un tonton vient à la maison, il te donne un petit... Moi, j'achetais pas des bonbons. Bon, j'achetais un peu de bonbons, mais pas trop. J'achetais des critériums, j'achetais des petits trucs ici et là. T'étais dans un autre level, frère. Bah, en fait, je me disais que personne n'allait l'acheter pour moi. Parce que justement, si on rejoint ce que tu dis par rapport au fait qu'on est africain et que les gens n'investissent pas sur nous parce qu'ils ne croient pas à ce qu'on peut faire avec ce métier-là, bah, en fait, j'avais personne pour m'acheter mon truc, tu vois. C'est-à-dire que toi, depuis tout petit, t'étais passionné. J'étais passionné par le truc, et le truc, en fait, pour moi, en fait, une passion, c'est que ça donne un certain sens à ce que tu fais, tu vois. Ça veut dire que le fait de dessiner, en fait, pour moi, ça avait un sens. Et à partir du moment où tu fais un truc et que ça a un certain sens, au-delà du fait de kiffer, en fait, ça y est, gros. Tu veux t'améliorer dans ce truc-là, tu veux devenir meilleur, tu veux... Même quand tu fais pas le truc, tu y penses. Mais gros, c'est une passion. J'avoue. C'est simple, gros. Même là, je me reconnais grave dans ce que tu dis. Parce vois que moi, quand je regarde des vidéos, sur les photos, etc., tout le temps, je compte même pas les heures. Gros. Même quand je fais du montage, des retouches, je compte même pas. Tu comptes pas. Et même ce que tu peux dépenser financièrement, tu le comptes plus à un moment. Gros, toi-même, tu sais, des appareils photo qui coûtent jusqu'à... Tu comptes pas, parce qu'en fait, ça a un sens pour toi de dépenser ce 4000 balles, même dans un appareil photo, ça a un sens. Et personne ne peut venir te dire, non, mais toi, ça n'a pas de sens ce que tu fais. Il y en a qui vont te le dire, mais en fait, quand on dit qu'ils ne comprennent pas, c'est vraiment le cas, ils ne comprennent pas, en fait. Parce qu'ils n'ont pas ce kiff de ce que tu fais. J'avoue, c'est complètement vrai, parce que moi, par exemple, la caméra principale, elle a coûté 4200. Quand je dis ça aux gens, les gens ils sont choqués. C'est ça. Ils disent, quoi, tout ça? Alors que, frère, moi, tu sais, quand j'ai payé, entre guillemets, en gros, j'ai payé. Quand j'ai payé l'appareil photo, moi, ça m'a rien fait. Tu vois, je me suis même pas dit, purée, j'ai dépensé 4000 balles et tout. Non. Moi, c'était un kiff de ouf, tu vois. Même si c'était 5000 balles, je pense que... Tu l'aurais mis. Même si c'est 10 000, tu l'aurais mis. Il n'y a pas très longtemps, là, je voulais exposer. Enfin, je veux toujours exposer. Mais à un moment donné, je cherchais un endroit vraiment lourd pour exposer. Et je voulais le faire dans un château. Je veux toujours le faire dans un château, d'ailleurs. Je l'ai pas dit à beaucoup de gens. Tu vas le faire. Mais je veux le faire dans un château. Gros, c'est pas un jour, j'avais vu un château à 10 000 balles pour une soirée. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, attends,
et si et si tu vois, je sais pas comment je mets les 10 000 de côté, je sais pas, mais parce qu'en fait ça a un sens de faire ça pour moi, de faire ce rêve là, ça a un sens. Du coup, bon là tout de suite les 10 000 je vais pas les mettre dans ça, tu vois, mais ça a un sens en fait de les mettre dans ça. Du coup, gros, à partir du moment où ça a un certain sens pour toi, allez, ça y est, fais-le, tu vois. Et tous ceux qui vont te dire non, c'est trop, c'est ci, c'est ça, c'est juste qu'ils n'ont pas trouvé le truc qui peut avoir du sens pour eux et qui va les pousser à dépenser sans compter, à s'investir, faire des nuits blanches, à regarder des vidéos YouTube, à faire ci, à faire ça. Et en fait, là est toute la beauté d'être un artiste, d'être un artisan, parce qu'on est des artisans, frère. Gros, parfois je me disais ça parce que à l'ancienne, quand j'avais pas ma tablette, gros, je dessinais sur des feuilles. Et en fait, parfois j'y repense et je rigole parce que des feuilles, c'est pas illimité, déjà. C'est pas illimité. Ça veut dire que ta feuille, là, tu dessines dessus avec un stylo où ça part pas. Gros, la feuille, c'est cuit. Ça veut dire que tu dois aller en racheter une, aller chercher une autre feuille, ou bien ton carnet, peut-être il n'y aura plus de pages, il n'y aura plus de ci, il n'y aura plus de ça. Après, tu es là. Parfois, je me suis déjà retrouvé à être là, sur des feuilles. En bas, à droite, je n'avais pas dessiné, du coup, je dessinais là-bas et tout. Du coup, c'est en tout ça, en fait, quand je passais ces nuits blanches à dessiner, à chercher des coins où dessiner, savoir ce que j'allais dessiner, j'en suis arrivé à la conclusion que, gros, je suis un artisan. Un bouc qui travaille le bois dans son atelier, il n'est pas différent de moi qui travaille mon anatomie, qui travaille mes skills de dessin là, tout de suite dans ma petite chambre, tu vois, à 3h, 4h du mat, tu vois. Et du coup, même en ça, bah, c'est quelque chose qui a un sens de pas dormir de la nuit et de dessiner, de faire ton truc, etc. etc. Du coup... Et toi, justement, là, tu viens de dire que toi, tu vois pas la différence entre toi et un artisan. Et à ton avis, pourquoi les parents acceptent mieux le fait que tu sois un artisan plutôt que quand tu leur dis ouais, je vais être un dessinateur, ouais. Parce qu'en fait, quand, imaginons, vas-y, je vais devenir menuisier, tu vois. Si je voulais devenir menuisier, moi, quand j'étais au collège, je te jure. Parce qu'en fait, en Afrique, toi-même, tu as grandi en Afrique. En Afrique, c'est un métier qui se fait. Ouais. Carrément, ici, je pense qu'il y a même des Français, tu leur dis un menuisier, ils vont dire, c'est quoi ça, tu vois. C'est pas un mot qu'on utilise beaucoup. Ouais. Au Sénégal, c'est un mot, c'est écrit partout, menuisier, quincaillerie, etc., tu vois. Parce qu'en fait, je pense qu'en tant que parent africain, tu es souvent mis devant ce métier-là, de menuisier. C'est un artisan, c'est un artiste si tu veux, mais le boug, il fait un truc qui va se vendre, etc. etc. Alors qu'eux, ils n'ont jamais vu, ou très rarement vu, un dessin qui se vend. Tu vois. Pourtant, il y a des dessins qui se vendent tous les jours, mais vraiment tous les jours. Et c'est juste qu'eux, ils n'ont jamais vu ça de leurs propres yeux, ils n'ont jamais expérimenté ça. Du coup, en fait, ils se disent, mais non, en fait, ton truc-là, il ne marche que si tu deviens archi célèbre, etc., etc. Moi, on m'a déjà dit que mes œuvres allaient se vendre que quand j'allais mourir. Ah ouais. Gros, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En fait, les gens ont réellement cette idée reçue de ce qu'est un artiste, de ce que fait un artiste et de comment vit un artiste. Et un artiste, il a toujours cette image qui nous colle à la peau depuis la Renaissance, au moins, que t'es pauvre, t'es là, pour t'acheter de la peinture, tu dois faire je sais pas quel casse-pipe encore. Gros, on n'est plus à cette époque-là, tu vois. Là, pour acheter de la peinture, c'est simple. Pour vivre de ton art, à partir du moment où tu te mets dans le truc, c'est comme tout. Si tu veux vivre du basket, il faut te foutre dans le basket, gros. Tu dois te mettre vraiment, vraiment dedans. Au point où ça a un sens pour toi, comme on le disait tout à l'heure. Et à ce moment-là, gros, il n'y a pas de raison que tu ne vives pas de ton truc. Il n'y a pas de raison. Donc, un parent africain qui peut te dire que non, pour lui, vas-y, il ne voit pas trop d'issue dans ça ou ça, c'est qu'en fait, lui, il n'a jamais vu d'issue dans ça. Après, est-ce qu'on peut les blâmer, oui ou non? Ça dépend de chacun comment il voit le truc, tu vois. Mais quand tu es face à un nouveau truc, je pourrais dire que, vas-y, ouvre-toi au truc, essaie de voir ce qu'il y a derrière,
Mais après, les parents africains, eux, ils sont beaucoup dans le... On a vécu dans la misère, on ne veut surtout pas que nos enfants vivent dans cette misère-là. On veut qu'ils attrapent cette chance qu'on a d'être en France pour être avocat, être médecin, être ci, être ça, des métiers de prestige où tu dois faire 15 ans d'études. Alors que toi, ça se trouve, gros, tout ce que tu veux, c'est faire un dessin. C'est faire un dessin. J'avoue que pour eux, les métiers, c'est que les métiers de bureau, tu vois. C'est ça. Et c'est dommage parce que même être dessinateur, en fait, c'est un métier de bureau. Parce qu'en fait, il y a des métiers dont les gens ne connaissent même pas l'existence, qui, gros, se font dans des bureaux. Tu vois. Et que ça peut être concept art. Être concept art, du coup, tu fais des concepts pour des films, pour des costumes, pour des personnages. Et c'est un corps de métier où ils demandent des gens, mais à foison. Pour des jeux vidéo, pour plein de choses. C'est demandé de ouf. Donc imagine, depuis que t'es enfant, t'as grave bossé dans le dessin, au point où t'atteins un niveau de dingue et tu vas sur ce marché-là. Mais gros, tu vas te faire recruter dans tous les sens. Et quand je te dis dans tous les sens, c'est des vraies entreprises. Des Marvel, des Riot, des Santa Monica qui font des jeux comme God of War, The Last of Us, des jeux en fait qui aujourd'hui gagnent des prix de ouf. Et imagine ce prix là pour ce jeu, et c'est toi qui as designé Kratos. C'est toi. C'est pas un autre, c'est toi. Gros, t'imagines la satisfaction. En plus, un Kratos, tu connais God of War. Kratos, c'est pas n'importe qui. En mode, toi, là, t'as grandi avec Kratos, avec God of War 2, et là, aujourd'hui, on te dit, gros, c'est toi qui vas faire le costume de God of War, de Kratos, pour God of War Ragnarok, par exemple, le dernier qui va sortir en novembre, là. Mais gros, est-ce que tu t'imagines le niveau de... gros, ça, moi, là, tu me dis ça, mais gros, je vais te convulser. Je me dis, gros, t'es fou. Kratos. Que ce soit même Kratos ou un autre, mais c'est une dinguerie. Et pourtant, il n'y a pas très longtemps, quelqu'un me disait que moi, en gros, je vais être artiste et que je vais vendre des toiles. Et que, en gros, c'est comme ça que je vais gagner mon point. Mais gros, qu'est-ce que tu me racontes ? Moi, je veux dessiner Kratos. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, donc toi, les toiles, ça t'intéresse pas ? Les toiles, en fait, c'est cool, tu vois. Ouais. Mais moi, ce que je veux, ce que j'aime faire, c'est donner vie à des personnages, donner vie à des histoires, tu vois. C'est ça, en fait, mon kiff. C'est pas de dessiner sur une toile. Dessiner sur une toile, c'est cool, ça t'apprend à gérer les couleurs. Donc, c'est un bon exercice en tant que dessinateur, tu vois. Tu dois passer par là. Mais mon but, c'est pas de faire des toiles et de exposer, devenir le prochain Leonardo da Vinci. Non, c'est pas mon but. Moi, je veux dessiner Kratos. Tu vois, je lâche pas l'affaire avec ça parce que, gros, c'est réellement un rêve. Imagine là, on te dit, oui, tu dessines la prochaine armure de Black Panther, par exemple. Mais est-ce que tu imagines le délire, gros ? En mode, c'est toi, c'est pas un autre, c'est toi. Pareil, il y a un autre métier qui s'appelle storyboard. En gros, tu fais en gros, on te donne un film. Le réalisateur te dit, bon, écoute, moi, là, je vois que le personnage va rentrer dans la pièce. Il va regarder à gauche, à droite. Ensuite, il va avancer. Il y a un monstre qui va surgir d'en haut pour l'attraper, je sais pas quoi. Une connerie comme ça. Et moi, je lui dis, OK. Je dessine les différents trucs et je lui donne. Et en plus de ça, je dessine ça relativement rapidement. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des détails de ouf. Rien que pour que son équipe puisse savoir vers où il se dirige. Et voilà, moi j'ai fait ma part du job. C'est fini, mon job il est fini. Et ça peut être le cas pour tous les films que tu vois, il y a un storyboard derrière. Il y a un book qui a dessiné ces scènes-là, à la main. Dans tous les trucs. Toutes les scènes, c'est dessiné. Dans tous les films. Et toutes les scènes, c'est dessiné à la main. C'est dessiné, en fait. Un mec, en fait, est passé par là et a fait les plans par exemple, toi là, tu fais un film. Pour que moi, tu m'expliques ton film, il faut bien que je ne peux pas rentrer dans ta tête. Donc, il faut bien que quelqu'un, moi, j'explique mon point de vue à quelqu'un, comment je vois le truc, au niveau de la caméra, au niveau de ci, au niveau de ça, quel plan ce sera, plan d'en haut, d'en dessous, etc., pour qu'ensuite, toi, je viens te voir, toi, caméraman, pour te dire, écoute, moi, c'est comme ça que je veux filmer mon bail. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne sais pas si ça se fait dans tous les films, mais les grands films, ça se fait.
tu vois. Donc, c'est quelque chose c'est un corps de métier qui est là, qui existe. Et les gens ne le connaissent pas. Ils se disent juste que oui, pour vivre de ton art, il faut que tu vendes des toiles. Mais gros, qu'est-ce que tu me racontes? Limite, vendre des toiles, ça m'intéresse même pas. Ça m'intéresse même plus. En plus, personne n'achète des toiles, frère. Faut arrêter votre délire, là. Personne n'achète des toiles, frère. Il y en a, ils se disent consommateurs d'art et tout, ils n'achètent pas de toiles. Tu vas chez eux, tu regardes le mur, il n'y a rien. Tu te dis, ah, all right. Donc, Et donc, toi, pour faire tout ça, t'as été autodidacte, t'as appris ça tout seul ou Ouais, j'ai appris tout seul, j'ai jamais pris de cours jusqu'à présent. Après, j'ai jamais pris de cours, enfin, de cours par un professionnel du moins. Mais on peut dire que j'ai pris des cours en suivant ce qu'un tel peut faire sur YouTube, ce qu'un tel artiste peut faire. Et en fait, ça devient un peu tes maîtres d'une certaine manière, tu vois, parce que lui, il t'apprend quelque chose, un autre, il t'apprend quelque chose, ainsi de suite, tu vois. Mais sinon, non, j'ai été autodidacte. Après, il y a aussi quelques livres que tu peux prendre pour apprendre à, par exemple, dessiner l'anatomie, des trucs comme ça, tu vois. Et ces livres-là, bah, ça peut devenir aussi des profs, tu vois. Et sinon, non, j'ai été... Moi, j'ai une question que je me pose souvent, parce que moi, je fais des vidéos et tout. Et j'ai aussi appris tout seul, tu vois. Et je sais pas si cette question, toi aussi, tu te la poses. C'est que, est-ce que tu te sens légitime à t'appeler... un artiste? Ouais, artiste ou professionnel, justement. Sachant que tu as appris tout seul. Bah justement, cette question-là, je me suis souvent posée. Est-ce que, déjà, à un moment, je me demandais, est-ce que je peux dire que je suis un artiste, tu vois? Ouais. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais un certain syndrome de l'imposteur qui me faisait me dire, non, je suis pas un artiste, tu vois. Et bon, je l'ai plus. Je l'ai plus. Maintenant, je suis un artiste. Mais j'avais aussi ce truc lié à ça, de me dire, j'ai appris tout seul. Est-ce que... Sauf que j'ai déjà vu des gens qui ont pris des cours et j'ai un meilleur niveau qu'eux. Ça, c'est un truc de fou. C'est que des fois, je vois des professionnels, vraiment des professionnels. Quand je vois leur taf, je me dis, en vrai, je le bouffe, le mec. Après, le truc, par exemple, toi, tu parles en vidéo et tout, donc moi, je sais pas trop, mais parfois, un professionnel, un dessinateur professionnel, par exemple, moi, je peux sortir un dessin, lui, je vais prendre un de ses dessins, le mien, il sera meilleur, tu vois. Peut-être il sera plus détaillé, plus ci ou ça. Mais après, en quoi on va voir que lui, c'est un professionnel et pas moi, c'est comment il est arrivé à ce dessin-là. Comment lui connaît l'anatomie, comment il connaît les couleurs, comment il sait faire ci ou ça, tu vois. Ça se trouve, moi, pour faire l'anatomie de mon dessin qui est mieux, j'ai pris 3 heures. Lui, pour faire l'anatomie de son truc, et même tout son dessin, ça lui a pris 30 minutes. Donc, tu vois, certes, ton dessin, il peut être meilleur, ça ne veut pas dire que tu es meilleur que le boug, tu vois. Donc, en tout cas, en dessin, c'est comme ça. Je ne sais pas, en photo, en vidéo, c'est comment. Mais toi, nous, c'est plein de notions à connaître, etc., etc. Tu peux être meilleur que moi en couleur, mais je peux être meilleur que toi en anatomie. Tu vois ce que je veux dire? Et ça dépend, en fait. Ça dépend de plein de choses. C'est pour ça que bien souvent, bon, il y a des dessinateurs, je les vois, je sais que lui, je suis meilleur que lui sur plein de points, tu vois. Mais il peut être meilleur que moi sur tel point. Il y en a d'autres, je suis meilleur qu'eux sur tous les points. Et il y en a d'autres, ils sont meilleurs que moi. Ils peuvent être moins bien que moi, mais ils ont un truc que moi, j'ai pas. Tu vois. Qui fait que peut-être que moi, je vais me dire, ah non, lui, il est bon. Il est meilleur que moi, tu vois. Je pense que ça, c'est parce que tu es un artiste, en vrai. Peut-être bien, parce que je pense qu'en tant qu'artiste, tu compares forcément ton travail. Automatiquement, et j'ai essayé de combattre le truc. Quand je vois un dessinateur, en moi, il y a toujours le truc, je le graille ou je le graille pas. Est-ce que je suis meilleur que lui ou est-ce que je le suis pas? À chaque fois que je vois un dessin, je peux te dire si lui, je suis meilleur que lui ou pas. Et je sais pas si ça vient d'un certain ego que les artistes développent ou autre. Parce que l'ego, ça te fait aussi avancer. Rien. Là, tu vois un boug, là, il fait un bail. Putain, toi, attends, dans un mois, je vais revenir. Et je sais pas, cet ego, en tout cas, il est là et j'ai pas réussi à m'en débarrasser. Hein. Et en tout cas... Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Parce que moi, ça m'arrive souvent. J'essaye
de combattre ça, mais des fois, c'est dur. Gros. Ça t'arrive quand il y a, par exemple, une grosse marque qui te contacte, qui te dit, ouais, on aimerait bien t'affaire avec toi, etc. Et là, le jour J, t'arrives, t'as une grosse pression, et tu te dis, purée, mais pourquoi ils ont fait appel à moi, en fait? Et pas à quelqu'un d'autre, je sais pas, tu te sens pas en confiance. Je vois, en fait, il y a quelques temps, ça doit être il y a un an et demi, il y a une marque qui m'avait contacté et je suis allé dans leurs locaux et tout. Et là, je devais... En fait, la personne qui m'a mis en contact, c'était un des propriétaires de la marque. Et lui, archipiste, etc., etc. Et à un moment donné, il m'emmène vers un autre de ses collaborateurs qui travaille aussi pour la marque. Et il me dit, montre-lui tes dessins. Moi, toi, tu devais montrer tes dessins? Ouais, je devais montrer mes dessins à l'autre. Ouais. Sauf que l'autre, je le connais pas. Il avait une tête archi serrée, boule à Z, tout ça. Du coup, je suis là, regarde. Je lui montre, regarde. Et du coup, tu vois, je lui montre, oui, ça, c'est ça, nanana. Mais à ce moment-là, mon cœur, il battait la chamade. Ouais. Gros, je commençais à transpirer et tout. Le bout, on aurait dit, c'était un prof de je sais pas quoi qui allait juger toute ma vie, gros. Là, s'il me dit, tu passes pas, je vais aller en prison carrément. Et à la fin, il me dit, c'est bien. Je dis, ah, ok. Après, je regarde mon pote, quand on part, je lui dis, ouais, ton bouc, là, il était des trucs un peu. Il me dit, non, s'il t'a dit que c'était bien, c'est que c'est vraiment bien, c'est qu'il a aimé. Sinon, il t'aurait envoyé chier, en gros, tu vois. Ah ouais? Après, je me dis, lui, quand il t'envoie chier, là, ça doit être dur. Du coup, tu vois, sur cette histoire-là, je me suis plus dit, c'était dans ma tête, en fait. Tu vois, tout ce truc que je me suis dit, de si, oui, ah, mais non, peut-être que si, ça. En fait, c'était que dans ma tête. Si cette personne-là, elle t'appelle, elle fait contact à toi, c'est qu'elle a vu un truc en toi, tu vois. C'est qu'elle a vu un truc en toi qui peut lui servir. Et en tant qu'artiste, en tant que caméraman, en tant que tout ce qu'on fait, notre but, en réalité, c'est de servir. Donc des samouraïs, je sais pas si tu sais, mais le mot samouraï, il veut dire servir. Non, je savais même pas. Il veut dire servir. Ah ouais? Ouais. Parce qu'un samouraï, il sert son shogun, tu vois. Et on est des samouraïs, frère. On est là pour servir. On est là pour servir. On est là pour... tu m'appelles, je viens. Bon, c'est pas gratuit, tu me rémunères. Mais on juge notre valeur au nombre de personnes qui t'appellent pour les servir. Tu vois. Et est-ce que toi aussi... Après, moi, je te pose des questions par rapport à moi, tu vois, parce que moi, c'est des trucs qui m'arrivent souvent. Ouais. Mais toi, étant donné que, vas-y, t'es vraiment passionné de fou et ça depuis tout petit, tu vois. Parce que moi, en fait, ce qui m'arrive souvent, c'est que je passe souvent, je passe beaucoup de temps sur mon ordi, tu vois. Par exemple, quand j'ai un montage à faire, des fois, je passe toute la journée à faire ce montage-là. Et vu que tu passes toute la journée à faire ce truc, à la fin, je me dis, ouais, c'est de la merde, en fait, ce que j'ai fait. Et genre, j'ai grave la pression pour envoyer le truc. Ouais. Je sais pas si c'est dû à quoi. Peut-être c'est dû au fait que j'ai passé trop de temps dessus, j'ai pas fait de pause. Ou je sais pas. Toi, si ça t'arrive ou... Si, ça arrive, et ça arrive souvent en dessinateur. Et c'est marrant que tu m'en parles parce que je l'avais oublié, mais là, quand on en a parlé, ça m'a fait rappeler ça. J'avais vu un truc un jour, une vidéo d'un mec qui expliquait ça. C'était qu'en fait, il avait très bien expliqué ça. C'était qu'en fait, toi, en tant qu'artiste, tu progresses. Ok, tu progresses. Sauf que plus tu progresses, plus la vision que tu veux avoir sur ton travail, elle augmente. Ton travail, en fait, la qualité, pour que ce soit vraiment lourd, il faut que ce soit plus lourd qu'il y a un an. Il y a un an, si tu avais fait le travail qu'aujourd'hui qui te déplaît, tu aurais été content. Mais c'est qu'en fait, tu as évolué. Et en fait, la vision que toi, tu as sur ton travail, peut-être tu la compares à des pros, à des gens qui sont plus forts, etc., etc. Ça veut dire il y a une différence entre ce que tu fais et ce que tu aimerais faire. Et c'est normal. Ce gap-là qui est entre les deux, c'est normal, en fait. Tu vois. Et en fait, le but, c'est de faire en sorte que ce gap-là, il soit moins éloigné, tu vois. Mais en tout cas, en tant que dessinateur, je sais que
Il y a des dessins que j'ai faits il y a quelques années. Pour moi, c'était un dessin carré et tout. Je me dis, waouh, putain, j'avais d'être ça. Là, je le vois aujourd'hui, je me dis, qu'est-ce que t'as fait, gros? Qu'est-ce que t'as fait? Il n'y a pas longtemps, c'était il y a quelques semaines, là, je me lançais un challenge, tu vois. Je regardais un Disney et je devais faire un dessin sur le Disney pendant que je regarde le film. Donc, je dessine pendant que je regarde le film. Pendant que je regarde le film, tu vois. Et il y a quelques années, j'avais fait ça avec le film Ratatouille. Et en 2 heures, parce que Ratatouille, il est long, hein. Donc 2 heures, de toute façon, presque 2 heures en tout cas. J'avais dessiné Rémi, du coup le rat, avec une toque. C'est tout. Et une fourchette ou une connerie comme ça. C'est tout, en 2 heures. Il y a récemment, là, j'ai redessiné, j'ai refait le challenge, et j'ai réussi à dessiner Rémi avec tout un décor, etc., tu vois. Et j'ai re-regardé le dessin de 2018. J'ai dit, mais attends, t'as fait ça en 2 heures? Je me suis dit, mais attends, t'es sérieux? En 2 heures, t'as fait ça? Limite, là, j'étais un prof pour moi-même. Je me suis dit, mais gros, c'est une dinguerie. En 2 heures de temps, t'as fait qu'un dessin d'un personnage, sans décor, sans rien, et t'étais content. Parce qu'en fait, tu vois, j'étais assez dur avec moi-même. Ouais. Mais bon, je me suis dit ça en rigolant de moi-même, tu vois. Mais la différence entre ce que tu produis aujourd'hui et ce que tu produisais hier, c'est pas la même. Et du coup, ce que tu peux attendre de ton travail, entre ce que tu attendais hier de ton travail et ce que tu attends aujourd'hui de ton travail, c'est pas la même. Et jusqu'à aujourd'hui, parfois, je dessine toute la journée et je suis sur un seul dessin. Et je me dis, mais gros, qu'est-ce que tu fais? Donc là, ça fait 5 heures, tu es sur le même truc. Gros, c'est pas normal, tu vois. Parce qu'en fait, bon, à un moment donné, il faut savoir se parler mal un peu pour que tu te réveilles un peu, tu vois. Tu dois un peu te mettre un coup aux fesses, en fait, pour te booster, etc., etc. Mais en tout cas, ce truc-là d'être insatisfait de son travail, c'est quelque chose qui arrive. Et tu vas progresser et ça va encore arriver. Mais encore une fois, étant donné que ça a un sens pour nous de faire ces choses-là, tu vas continuer. Même si ton taf, là, aujourd'hui, ne te plaît pas, tu vas continuer. Parfois, il y en a qui vont à la salle, leur séance, elle ne leur plaît pas. Ils font une séance de merde. Ils ne soulèvent pas aussi bien que d'habitude, à cause de ci ou de ça, on ne sait pas c'est quoi. Mais le lendemain, ils seront là. Ils vont continuer. Du coup, nous aussi, ça doit être pareil. Aujourd'hui, certes, ton dessin, ton travail, il ne te plaît pas. C'est pas grave, demain, tu reviens, tu vois. C'est tout. Aïe. Contactez-moi pour un coaching. Pour les soupes. Et justement, toi, tu penses que c'est possible d'avoir aucune passion? C'est parce que moi, il y a 2 ans et demi, j'avais rien qui m'intéressait, tu vois. Moi, je pense que c'est impossible. Ah ouais? C'est impossible. Mais réellement, c'est impossible. Parce qu'en fait, ne pas avoir de passion, ça voudrait dire que limite... Tu t'intéresses à rien. Tu t'intéresses à rien, mais surtout que tu ne ressens rien. Et c'est impossible de rien ressentir. Il y a une partie de ton cerveau, je ne sais plus c'est laquelle, je pense que c'est l'hypothalamus ou je ne sais plus. Mais en tout cas, si cette partie-là, on te l'enlève, c'est ce qui donne de l'importance aux émotions, tu vois. Et si cette partie-là, j'avais vu dans un livre qu'il y a un mec, on lui avait enlevé cette partie-là, ou l'hippocampe, je ne sais plus. On lui avait enlevé cette partie-là, en tout cas, et en fait, le mec, il ressentait plus rien. En fait, il était là. Plus rien n'avait de sens pour lui, en fait. Et à part si tu es dans ce cas-là, en fait, c'est impossible que tu n'aimes rien, que tu ne kiffes rien, que tu n'aies pas de passion ou autre. Après, il y a différentes choses par rapport à ça. C'est que déjà, première chose, il y en a qui vont te dire qu'ils n'ont pas de passion alors qu'ils n'ont rien essayé. Et moi, bien souvent, je dis, ça se trouve, toi qui vas regarder cette vidéo ou autre, la personne, c'est un virtuose du piano. Mais tu ne le sais pas, parce que tu n'as jamais joué du piano. Tu t'es jamais mis dans une position où tu vas te donner sur un truc. Ça se trouve, il y a des gens qui courent archi vite, mais ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont jamais couru. Ça se trouve, il y en a qui sont archi bons, ils seraient archi bons en étant caméraman, etc., mais ils ne l'ont jamais été, ils ne le seront jamais, parce qu'ils n'ont jamais fait ça. Tu vois. Après, différentes choses font que parfois, tu n'es pas forcément dans un espace où tu peux expérimenter des choses. Parfois, tes parents, ils ne te boostent pas, ils te mettent que dans du foot, et puis c'est tout. Surtout quand tu viens de quartier, ça peut être
ça peut être compliqué, tu vois, de trouver ta voie. Parce qu'en quartier, moi qui travaille avec des enfants, je me rends compte qu'il y en a plein qui n'ont pas forcément de passion. Tu leur demandes ce qu'ils veulent faire, ah, je sais pas, gros. Ah ouais. Et qu'est-ce que tu veux faire? J'ai travaillé avec des collégiens pendant 4 ans. Gros, il y en a plein. C'est très rare que quelqu'un vienne te dire, hey, écoute, moi, c'est ça mon truc, c'est ce que je veux faire plus tard. La plupart, ils savent pas. Et c'est pas parce qu'ils sont stupides, c'est pas parce que si, c'est pas parce que ça, ou autre. C'est qu'en fait, on ne leur a jamais présenté tout ce qui peut être fait en ce monde. Tu vois. Ça se trouve, ton délire à toi, c'est la poterie. Mais personne t'a jamais montré même que la poterie, ça existait. Donc en fait, c'est dommage et c'est triste aussi, tu vois. Parce que la personne, en fait, elle va un peu juger sa propre valeur par rapport à ça. Ouais. Ouais, putain, je suis là. Regarde mon pote là-bas, lui, il dessine. Un autre, il fait des films. Un autre, il chante. Moi, je suis là. J'ai pas de truc. Tu vois comment la personne doit se sentir par rapport à ça? En fait, tu dis, limite, t'es une merde, en fait. Alors que non, c'est pas que t'es une merde ou je ne sais quoi. C'est que toi-même, t'as pas essayé des choses. Tu t'es pas lancé dans un truc en te disant, hey, tu sais quoi, en 1 an, je vais voir où est-ce que ça me mène. Mais après, il faut avoir la déterre aussi de maintenir ce que tu veux faire pendant 1 an. Si tu veux jouer de la guitare, gros, il faut que tu joues de la guitare. Si tu veux jouer du saxo, il faut que tu joues du saxo. Si tu veux faire ton truc, il faut que tu fasses ton truc. Tu vois. Donc voilà. S'il y a une marque, s'il y a une grosse marque ou même une petite marque, quel est le projet qui t'a le plus plu où t'as vraiment kiffé de ouf? Je pense que je dirais quand j'ai créé la paire de chaussures avec Nike. Ah ouais, purée, t'as vu, on allait passer à côté de ça. Et là, vas-y, raconte-nous l'histoire. En fait, c'était un jour, je me souviens, ils avaient lancé le concours et tout. C'était pour créer une paire et tout. Et moi, en fait, ça m'intéressait pas plus que ça. C'est même pas que ça m'intéressait pas plus que ça, mais je me disais, vas-y, je vais pas être pris, tu vois. Il y a des millions de personnes, des milliers de personnes qui vont concourir au truc. Ça sert à rien, tu vois. Et je me rappelle, j'étais avec mon pote Yuri, et il m'a dit, hey, gros, envoie, t'as rien à perdre. Je l'ai guetté. J'ai dit, j'avoue. J'ai envoyé. Et en gros, il te demandait dans le questionnaire, là, il te demandait, ouais, écoute, parle-nous de toi, bien évidemment. Et en fait, il faut que tu défendes une cause qui a un rapport avec Paris, tu vois. Bon, au début, je me suis dit, et si je faisais la cause noire? Et si Du coup, je me suis dit, bon, non, je vais pas faire ça. On va se calmer un peu. On va encore dire le Wakanda, je sais pas quoi. On va encore dire le FC Wakanda, je sais pas quoi. Du coup, je me suis dit, hey, tu sais quoi, je vais faire une paire sur les abeilles. Parce que moi, j'aime bien les abeilles. Et les abeilles sont des petites bêtes très importantes pour l'humanité, en réalité. Parce qu'en fait, ce sont des insectes qu'on dit pollinisateurs. Et en fait, grâce à elles, en fait, il y a plein de plantes un peu partout. Dans le sens, quand elles butinent sur une fleur, le temps qu'elles aillent sur une autre fleur, elles laissent des trucs qu'elles transportent sur leur dos, sans faire exprès, tu vois. Mais elles transportent... En fait, elles font en sorte que les plantes voyagent et peuvent pousser ailleurs. Okay. Tu vois. Du coup, c'est en ça qu'on dit que c'est des insectes pollinisateurs. Et en fait, si elles ne sont plus là, ce travail-là ne se fait plus. Et du coup, il y a encore moins de plantes, ce qui dérègle le système, etc., ce qui vient bien plus loin à notre extinction à nous, tu vois. Du coup, les abeilles sont des insectes très importantes. Et en été 2018, j'avais fait une paire de chaussures, une custom, et je l'avais appelée la Air Force One Save the Bee. Ah, ok. Save the Bees. Parce que les abeilles sont en voie d'extinction. Okay. Donc on est un peu dans la merde. Du coup, moi je me suis dit, écoute, c'est un très bon truc. Paris se dit écologique en plus, donc vas-y, c'est carré, tu vois. Du coup, j'ai envoyé mon truc, j'ai été contacté, bon, t'as été sélectionné. Première personne que j'ai appelée, c'est Yuri. Parce
que c'est lui qui m'avait dit de truquer. Je lui ai dit, gros, j'ai été pris. Deuxième personne que j'ai appelée. Et t'as cru, genre, sur le coup ou pas? Non, il était étonné. Il a dit, mais non, t'es sérieux et tout. Deuxième personne que j'ai appelée, c'est Nico, parce que Yuri et Nico, on est fans de paires de chaussures. Du coup, je les ai appelés, je leur ai dit, on était archi refait et tout. Ensuite, est venue la phase de sélection, de comment tu vas faire ta paire et tout. Et j'ai été assez déçu parce que moi, je m'attendais, pour une marque comme Nike, à ce qu'on ait plein de ressources au niveau de la création de la paire, tu vois. Mais quelle déception. Ah ouais? En fait, c'est le meilleur projet de ma vie, mais aussi, au niveau de l'opportunité, en fait, c'était un bon projet, mais encore même ça, bof. Mais aussi, c'est dommage, en fait. Parce qu'en fait, ce qui nous permettait de faire la paire, c'était Nike Idea, en fait. Ah ouais. Donc, en fait, ça a pu sa mère. Ah ouais. Tu vois? Moi, je m'attendais à un bail, vas-y. Un atelier de ouf. Un atelier de ouf, nanana. Sauf qu'on était en plein Covid et je pense que c'est ça qui a cassé le truc, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, vas-y. Mais il y a une meuf dans le groupe, elle s'appelle Farah. Elle s'appelle Farah, ouais. Elle a dit un truc, elle a dit, quand en gros, tu as des limites en art, c'est là, en gros, on voit est-ce que tu es un bon artiste ou pas, tu vois. J'ai dit, ouais, j'avoue. Je me suis dit, ouais, j'avoue. Du coup, on est parti, chacun a créé sa paire. On devait être une vingtaine à être sélectionnés, tu vois. Chacun avec sa cause à défendre, etc., etc. Moi, c'était les abeilles. Du coup, je devais faire une paire qui représentait les abeilles. Au début, avec Nico et Yuri, parce que c'est avec eux que j'ai fait la paire, on voulait une paire jaune, tu vois, comme les abeilles. C'est pas on voit, il n'y a pas de jaune. On se dit, bon, écoute, on regarde les couleurs et tout. On se dit, mais gros, je voulais me battre. On regarde les couleurs et tout. Il y a une couleur, et ça, réellement, limite, c'est un signe du destin. Le nom, c'était nid d'abeille. Ah ouais? Ouais. Et la couleur, en fait, c'est un jaune moutarde de façon très beau, tu vois, qui, au final, on a mis sur la paire. Et la paire, en fait, c'était une Air Force One qu'on a choisie, parce que tu pouvais choisir entre une Air Force One 90 ou 95, il me semble. Nous, on a choisi la One, parce que la One, la Air Max One, elle a été créée à partir... C'était Air Max One ou Air Force One? Ma custom que j'avais faite en 2018, c'était la Air Force. Ok. Là, dans le concours, ma paire, c'était une Air Max One. Ah, ok. Du coup, ma Air Max, la Air Max, pourquoi j'ai choisi cette paire-là? Parce que la Air Max, elle a été créée à Paris, à partir de Paris, à partir plus précisément du centre Georges Pompidou. Ah, ok. Tinker Hatfield, dans les années 80, il est venu sur Paris et il a vu, tu vois, l'escalator là, transparent. Ouais. Il s'est dit, mais ça, c'est une dinguerie. Tu es à l'extérieur, mais tu vois à l'intérieur de cette bulle-là. Et c'est comme ça qu'est née la technologie de la bulle, la Air Max chez Nike. C'est comme ça qu'elle a été créée. Du coup, je me suis dit, si on doit faire un truc sur Paris, c'est la Air Max, gros. Ça ne peut pas être une autre paire. C'est la Air Max parce qu'elle a une histoire déjà avec Paris. Donc, ce qu'on a fait, on a créé notre paire. On a fait la Air Max, elle est toute noire avec les trucs jaunes moutarde, là, ni d'abeille. Et quelque chose qu'on a fait qui était assez risqué, c'est qu'en fait, la semelle d'une Air Max, en général, elle est blanche. Nous, on l'a faite noire. Et c'est quelque chose, en fait, qui de base ne se fait pas. Il n'y a pas beaucoup de paires d'Air Max où la semelle, elle est noire. Et en fait, sur une abeille, il n'y a pas de blanc. Donc, on ne pouvait pas mettre de blanc, en fait, tu vois. Du coup, on a mis, allez, vas-y, la paire, le truc, il est noir. Et la bulle à l'intérieur, elle est aussi de la couleur nid d'abeille, tu vois. Donc, c'est une paire qui est relativement simple, sauf qu'il y a une toute petite touche qu'on a kiffé. Et il y a plein de gens qui, plus tard, nous ont dit qu'ils ont kiffé cette touche-là et que ça donne un truc à la paire. Il y avait une couleur qui s'appelait le rose flamand, je crois. C'est un violet façon, un violet plutôt clair. Et on l'a mis, en fait, derrière la paire ici. Et on a écrit B. En fait, tu peux écrire que 3 lettres sur Nike Idea. Ah ouais. Et B, ça fait justement 3 lettres, tu vois. Du coup, B, E, tu vois. Et aussi, au niveau ici, là, où tu passes les lacets, on a aussi mis cette couleur-là, là-bas. Et cette petite couleur-là, elle a un truc, gros. Elle a un truc.
Et la semelle en dessous, on l'a faite transparente, comme les ailes d'une abeille. Une abeille. Donc, tout ça, en fait, tu vois, c'était un processus et on était là, plusieurs. Hein. On screenait les trucs. Ouais, qu'est-ce que tu en penses, Nico, Yuri, toi, qu'est-ce que tu penses de cette paire-là? Est-ce que tu ci ou ça? Donc, en fait, c'est notre paire à tous. Et encore, je dis eux, mais il y avait encore d'autres personnes, tu vois, qui étaient là, qui donnaient leur avis sur la paire. Parce que je voulais que ce soit une paire qu'on ait tous. Et d'ailleurs, la plupart de mes potes l'ont acheté parce que c'était des paires qui allaient être mises en vente. Donc, c'était un bon projet en soi, tu vois. Ça veut dire, l'année dernière, j'avais fait mon anniversaire, j'avais dit aux gens de venir avec ma paire. Ah ouais. Du coup, on était là, tous avec ma paire, etc. Tu vois, c'est un autre délire, tu vois. Donc, c'est un bon truc. Sauf que dans l'expérience que moi, j'ai pas kiffé, c'est que pour une entreprise comme Nike, je trouve qu'on a été très laissé à l'abandon. Il n'y avait pas un réel suivi comme ça devait être pour être payé. Parce qu'en fait, on a touché, je crois, 5% des ventes des paires. Okay. Et ce qui est une misère. Parce qu'en fait, c'est nous qui devions faire notre communication sur les réseaux. Ah ouais, en plus. Ouais, c'est pas eux qui la faisaient. C'était pas eux. Donc en fait, si toi, ta communication elle est merdique et que tu vends que 2 paires, quoi tu montes ça, c'est toi gros. C'est toi. Si tu vends tes 300 paires, parce qu'on avait un stock de 350 paires max, si tu vends tes 350 paires, c'est toi aussi. Mais en tout cas, eux, ils ont très peu boosté notre truc. Tu vois. Et c'est limite un truc, pourquoi cette expérience-là, je la juge comme bien et comme étant pas bien, c'est que quand même, j'ai eu l'opportunité de créer une paire. C'est pas tout le monde qui peut se dire qu'il a une paire, tu vois. Mais à côté de ça, il n'y avait pas de suivi après ça, il n'y avait pas d'après après ça. Il n'y a pas d'après. Tu fais ton truc, c'est fini. C'est toi et toi, comment tu gères ta paire, ta com. S'il y a un truc après, c'est que c'est toi qui l'as géré. C'est pas en mode Nike s'est dit, bon, toi, j'aime bien ta paire, viens, on fait un truc ensemble ou quoi. Non. Et surtout, ma paire, j'ai pas les droits dessus. Ça veut dire la Nike peuvent sortir ma paire. Ouais. Tu t'es fait et je touche rien. Tu t'es fait douiller. Bah en fait, c'est ça le piège, si tu veux. C'est qu'en fait, là, c'est comme si Nike vienne te dire, hey, tu travailles gratuitement pour nous. Ah ouais, toi, tu seras tenté de dire ouais, parce que c'est Nike. Ouais, parce que c'est Nike en vrai. Et eux, en fait, ils savent y jouer, tu vois. Ils savent en jouer. Du coup, tu te dis, ouais, vas-y, let's go. Mais frère, ça, en fait, moi, comment je considère ça aujourd'hui, c'est que c'est juste une stratégie que Nike a de renouveler ses idées, en fait. Ils prennent tes idées, en réalité. Et ça se trouve, ma paire ou la paire d'un autre va ressortir d'ici quelques années. D'ici peut-être 10 ans, 15 ans. Et elle va ressortir. Et ce sera ma paire. Mais j'aurai pas mon mot à dire là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, purée. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus important là, sur Terre, dans notre monde, à part le temps et la santé, que des idées créatives? Il n'y a rien. C'est les idées créatives qui dirigent le monde. Et Nike, en tout cas selon moi et selon plein d'autres personnes, en fait, ils t'en dépouillent juste. Ils prennent tes idées, gros. Donc c'est un bon projet, mais à la fois, ça a un goût amer en fait dans la bouche de ceux qui l'ont fait, réellement. Et j'en ai parlé avec d'autres personnes qui étaient sur ce projet-là, et pareil, ils se disent, mais gros, en fait, j'ai été payé 1 an et demi plus tard. C'est vrai? Non, presque un an plus tard. 1 an plus tard. 1 an plus tard. Parce qu'ils disaient de te connecter, faire renseigner ci ou ça pour être payé. Gros, tu devais t'enregistrer en tant que fournisseur Nike. Gros, tiens mon RIB, donne-moi mon argent. Pourquoi tu veux que je me... Tu vois? Carrément, au final, personne ne l'avait fait. Pendant presque un an, personne ou très peu de personnes avaient été payées. Gros, c'est pour te décourager, quoi. Gros, on dirait la CAF. Frère, c'est quoi le délire? Après cette interview, ça se voit, Nike, ils vont plus m'appeler, frère. En plus, je supporte leur pull, wesh. Frère, non, en fait, la marque, en fait, tout le monde la kiffe pour ce qu'elle véhicule, etc., etc. Mais je pense que c'est juste du marketing, gros. C'est juste du marketing. Toutes les valeurs que les marques disent défendre, etc., etc., tu peux pas allier le capitalisme à des idées humaines, etc., etc. Tu peux pas, gros. Ça se trouve, ce t-shirt-là, il a été fait en Chine, là-bas. C'est un gamin qui l'a fait. Tu vois,
Le bif avant tout, hein. L'argent avant tout. L'argent avant tout, mais il faut dire les choses d'un autre côté, tu vois. Donc c'était une bonne expérience. Ça se trouve même ma paire que je porte, dont je suis tout fier. C'est un Vietnamien là-bas qui l'a fait. Il a été payé une misère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avoue, purée. au fond, voilà quoi. Mais bon, c'était cool. C'était une paire. Et là, pour la fin, tu devras adresser un message à la mine qui te regarde dans 5 ans. Au moins dans 5 ans. Là, tu regardes la mine là, sur cette caméra-là. Ouais. Il te regarde. Là, il y a la mine en 2027 qui te regarde. Adresse-lui un message. Waouh. Je lui dirais. T'as regardé la caméra. Ah, je lui dirais. Continue à être BG, chacal. What you want me to say? Non, je lui dirais. L'année 2022 a été dure pour nous. Tu sais, chacal. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. Ça a été très, très dur. Mais j'en suis sûr que tu vas y réussir à aller au-delà de ça. Et j'espère que en 2027, quand tu repenses à cette année-là, à 2022, tu peux en rire. Que tu peux réellement en rire. Que tu peux te dire que tout ce qui t'est arrivé, ça t'est arrivé pour une raison. Que tous tes projets se sont réalisés pour une raison. Et que d'autres surprises nous attendent, aussi bonnes que mauvaises. Mais j'espère que tu as fait le taf et que tu t'es accroché. Tu t'es accroché à tes idées, à tes projets, à tes amis, et que tu ne les as pas lâchés, et que tu continues à être BG. Du coup, voilà, mon message à moi de 2027. Ah ouais, lourd. Bon, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et surtout d'aller follow la mine. The Sky is Walker, avec un Z. Les gens, ils mettent jamais de Z. Bon, on se dit à la prochaine. Thanks.